Ma belle-mère a exigé d'avoir son mot à dire sur nos finances, alors je l'ai laissé financer le divorce de sa fille. Avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne. C'est gratuit. Merci beaucoup. J'utilise un compte jetable parce que mon ex et sa mère parcourent parfois Reddit. Ma femme et moi avons été mariés pendant 4 ans, mais bientôt les choses seront très différentes. Nous menions une vie correcte ensemble. Nous n'étions pas riches, mais nous avions de quoi être à l'aise, avec une maison modeste et quelques économies. Nous travaillions tous les deux à temps plein et partagions les dépenses assez équitablement, même si je m'occupais de la plupart de la planification financière. Le problème ne venait pas de nos finances. Le problème, c'était ma belle-mère. Dès le premier jour, elle a clairement montré que je n'étais pas assez bien pour sa précieuse fille, qu'elle méritait bien plus. Elle n'aimait pas ma carrière, car elle ne fournirait pas le train de vie qu'elle estimait nécessaire pour sa fille, ou parce que je ne lui achetais pas une maison dans un meilleur quartier. Je demandais à ma femme si cela la dérangeait, et elle répondait toujours « c'est juste comme ça, maman », en essayant de préserver la paix. Mais l'année dernière, l'ingérence de ma belle-mère a atteint un nouveau niveau. Je sais que ses interventions précédentes avaient déjà placé la barre haut, mais cette année, c'était pire. Elle est devenue obsédée par nos décisions financières. Au début, ce n'était que des questions, innocentes, sur nos économies et nos investissements, rien de très éloigné de ce à quoi nous étions déjà habitués. Puis cela a évolué en critique directe sur notre manière de dépenser, jusqu'à ce qu'un week-end, elle débarque chez nous à l'improviste. Ma femme et moi venions de finir d'installer des meubles neufs achetés en promotion. Nous étions fiers de la bonne affaire que nous avions faite, car les meubles étaient de bonne qualité et peu coûteux. Ma belle-mère est entrée, a jeté un coup d'œil autour d'elle avec un air de dégoût et a dit « Vous devez vraiment apprendre la différence entre être radin et être économe ». Elle a ensuite passé l'heure suivante à pointer tout ce qui n'allait pas selon elle dans nos achats. La table basse était de mauvaise qualité, le canapé ne tiendrait pas 2 ans, et apparemment, nous aurions dû la consulter avant de dépenser de l'argent pour de telles cochonneries. Je me suis penché vers ma femme, hors de portée de voix de sa mère, et je lui ai demandé si quelqu'un avait consulté sa mère pour acheter ses propres meubles. Elle est restée là, mal à l'aise, sans rien dire pour défendre nos choix. Après son départ, j'ai demandé à ma femme pourquoi elle ne s'opposait jamais à sa mère. Elle a juste haussé les épaules et dit que ça ne valait pas la peine de se disputer. Quelques semaines plus tard, nous avons dîné chez ma belle-mère. Je ne sais pas comment nous sommes passés d'une conversation sur la politique, un sujet moins controversé à cette table, à, comme toujours, son sujet préféré, elle-même. Elle a orienté la discussion vers le cousin de ma femme, qui venait d'acheter une maison dans un quartier très chic mais extrêmement cher, un de ceux où chaque maison coûte plus d'1 million de dollars. Elle sous-entendait que seuls des politiciens pouvaient se le permettre, d'où le lien qu'elle faisait. Elle n'arrêtait pas de parler de l'intelligence du cousin dans ses investissements et de comment sa femme n'aurait jamais à s'inquiéter pour l'argent. J'ai senti la critique non dite quand j'ai mentionné que nous économisions activement pour nos objectifs futurs au lieu de prendre une énorme hypothèque. Elle a ri et a dit, sans vouloir t'offenser, « Tu ne comprends clairement pas comment bâtir une richesse. Si tu avais laissé quelqu'un d'expérimenté te guider, ma fille ne vivrait pas dans une maison de pauvres dans 5 ans. » Comme toujours, ma femme n'a rien dit. J'ai répondu que notre maison n'était pas mauvaise, elle avait coûté plus de 300 000 $, mais que nous n'allions pas tripler notre dette juste pour qu'elle se sente mieux quand elle nous rend visite. J'ai même plaisanté en disant que, dans ce cas, la maison servait à double usage. La semaine suivante, ma femme m'a montré son téléphone. Sa mère lui avait envoyé des liens vers des conseillers financiers, en particulier le sien, qui avait soi-disant aidé plusieurs amis de la famille à sécuriser leur avenir. J'étais certain qu'elle touchait aussi une commission là-dessus, car elle ne fait jamais rien sans intérêt. Les messages sont devenus plus insistants, ma belle-mère exigeant que nous rencontrions son conseiller. Pour la première fois, ma femme a commenté « J'en ai marre, ça ne s'arrêtera pas, nous avons décidé de rester fermes, et que je m'en occuperais si elle abordait encore le sujet. » Nous n'avions pas besoin d'un conseiller qu'elle connaissait, surtout puisque je soupçonnais que cette personne lui rapporterait tout. Mais elle ne comprenait pas les sous-entendus. Une semaine plus tard, elle m'a appelé directement, en contournant ma femme, et a commencé par « Je réfléchissais à l'avenir financier de ma fille, sans même dire bonjour. Je veux que vous ouvriez un compte d'investissement conjoint que je pourrai surveiller. Je dois protéger les intérêts de ma fille, car les hommes laissent les femmes sans rien. » Je lui ai répondu clairement que nos finances ne la concernaient pas et que ma femme travaillait et avait son propre argent, donc elle ferait mieux de se préoccuper d'elle-même. Nous étions des adultes qui géraient parfaitement bien leur argent. Sa réponse a été « Eh bien, si c'est ce que tu penses, je devrais peut-être reconsidérer la place de ma fille dans mon testament. Je ne peux pas laisser d'argent à des gens qui ne savent pas le gérer correctement. » Je savais qu'elle s'attendait à ce que je dise quelque chose ou au moins que j'hésite, mais j'ai raccroché. Quand j'ai raconté l'appel à ma femme, elle était contrariée, contre moi, pas contre sa mère, parce que j'avais été impoli. Nous avons une autre première vraie dispute à propos de l'ingérence de sa mère. Elle n'arrêtait pas de dire que j'aurais dû être plus diplomate, que sa mère voulait bien faire et que nous devrions peut-être envisager ses conseils pour préserver la paix. Je lui ai demandé si elle s'inquiétait pour la paix ou pour l'héritage.
Elle a insisté sur le fait que c'était pour la paix. Mais en disant à sa mère de mettre ses opinions là où le soleil ne brille pas, je n'ai pas utilisé ces mots, je la défendais. Elle voulait la paix avec sa mère, pas avec son mari avec qui elle vivait. Une semaine plus tard, ma belle-mère s'est présentée à notre porte avec un homme en costume. C'était le fameux « ami », conseiller financier. On pourrait penser que s'il venait pour nous cambrioler, comme beaucoup de ce genre de personnes, il porterait une cagoule. Mais de nombreuses personnes en costume volent lors d'événements caritatifs pour remplir leurs poches, donc ce n'était pas très différent. Et clairement, ma belle-mère avait besoin de beaucoup de charité, car elle a de sérieux problèmes de limite et d'esprit. Elle s'attendait honnêtement à ce que nous nous asseyions là et passions en revue nos finances avec cet inconnu. Quand j'ai refusé de le laisser entrer, elle a fait une scène sur notre pas de porte, avec lui qui se tenait là, visiblement pas surpris, ce qui n'était sûrement pas sa première fois, et vous pouvez imaginer le genre d'affaires dans lesquelles il trempait. C'était comme voir quelqu'un préparer un type à coups de batte de baseball sans même broncher, parce que ce n'est pas sa première mission façon mafia. Les voisins regardaient, c'est sûr. Finalement, ma femme a trouvé un second élan de courage et a dit à sa mère de partir. Ma belle-mère avait l'air choquée, comme si elle ne pouvait pas croire que sa fille lui tenait tête. Elle est partie, mais le flot de messages qui a suivi était incroyable. Selon elle, nous étions ingrats, stupides et condamnés à la ruine financière. Les choses se sont aggravées quand le frère de ma femme a appelé pour nous avertir que ma belle-mère demandait à tous les frères et sœurs des détails sur nos finances et colportait des rumeurs selon lesquelles je contrôlais financièrement ma femme. Il était clair que nous devions prendre des mesures plus drastiques pour établir des limites. C'est alors que j'ai eu mon éclair de génie, si elle voulait tant s'impliquer dans nos finances, pourquoi ne pas lui donner exactement ce qu'elle voulait, mais à nos conditions? J'en ai discuté avec ma femme. Elle était hésitante au début, mais a admis que c'était peut-être la seule façon de gérer sa mère. J'ai donc appelé ma belle-mère et lui ai dit que nous envisagions de reconsidérer son offre d'aide concernant nos finances. Je lui ai dit, nous aimerions mettre en place un compte spécial où tu pourrais contribuer si tu veux t'impliquer. Elle était ravie et a immédiatement accepté de nous rencontrer. Quand elle est venue, j'avais tous les documents prêts pour ce que j'appelais un fonds d'urgence familiale. J'ai expliqué que ce compte ne servirait qu'aux urgences familiales imprévues et que nous apprécions son désir de contribuer à sécuriser notre avenir. Ma belle-mère était si enthousiaste à l'idée d'obtenir enfin ce qu'elle voulait qu'elle a signé les documents sans lire les petites lignes. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que le compte avait été configuré de sorte qu'elle puisse y déposer de l'argent, mais ne rien retirer sans l'accord de ma femme et de moi. Les conditions précisaient clairement que toute contribution serait considérée comme un don au patrimoine marital et utilisée uniquement à notre discrétion pour de véritables urgences familiales. Elle a immédiatement transféré 25 000 $ sur le compte. J'ai été surpris par le montant, mais cela confirmait ce que j'avais toujours soupçonné. Son désir de contrôler nos finances n'avait rien à voir avec nous aider, il s'agissait de maintenir son pouvoir sur sa fille. Exactement la même chose dont elle m'accusait. Au cours des semaines suivantes, ma belle-mère a continué d'envoyer des conseils d'investissement et de demander des relevés du compte. Je restais vague, lui disant seulement que sa contribution croissait en toute sécurité. Elle semblait plutôt satisfaite et a même ajouté 10 000 $ de plus, disant que nous devions diversifier. À peu près à ce moment-là, j'ai commencé à remarquer des changements dans le comportement de ma femme. Elle a commencé à rester tard au travail et à être vague sur son emploi du temps. Au début, je pensais qu'elle était simplement stressée par la situation avec sa mère, mais quelque chose ne me semblait pas normal. Un soir, alors qu'elle était sous la douche, son téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des notifications. Normalement, je ne regarde pas son téléphone, mais vu la façon dont elle agissait, j'ai jeté un coup d'œil à l'écran. Il y avait plusieurs messages d'une personne nommée Mike. L'aperçu suffisait à comprendre qu'il ne s'agissait pas seulement d'une relation professionnelle. J'ai déverrouillé son téléphone, nous connaissions tous les deux les codes de l'autre, et j'ai parcouru les messages. Elle avait une liaison avec ce type, Mike, qui travaillait apparemment dans son service. Les messages étaient explicites et montraient clairement que cela durait depuis au moins 2 mois. Quand elle est sortie de la douche, je l'ai confrontée avec le téléphone. Elle a essayé de me l'arracher, puis a éclaté en sanglots quand elle a compris que j'avais déjà tout vu. Elle a admis la liaison, affirmant qu'elle se sentait étouffée dans notre mariage et avait besoin d'un peu d'excitation. Je lui ai dit de préparer ses affaires et de partir. Elle avait l'air choquée, comme si elle s'attendait à ce que je la supplie de rester ou quelque chose du genre. Quand elle a compris que j'étais sérieux, elle a pleuré encore plus, disant que c'était juste une erreur et qu'elle y mettrait fin immédiatement. Je me fichais de savoir si elle y mettait fin maintenant, elle n'aurait jamais dû commencer. J'avais passé des années à supporter le manque de respect de sa mère, et maintenant c'était la goutte de trop. Je lui ai dit qu'elle avait 1 heure pour rassembler ses affaires essentielles et partir. Elle pourrait revenir récupérer le reste plus tard. Elle a déménagé temporairement chez une amie. Elle m'a appelé à plusieurs reprises dans les jours suivants, me suppliant de lui donner une autre chance. Je suis resté ferme et lui ai dit que je contactais un avocat spécialisé en divorce. Elle m'a menacé de dire à sa mère que je volais son argent si j'allais jusqu'au bout.
Je lui ai répondu, vas-y, explique à ta mère comment son précieux fonds d'urgence va payer ton divorce après que tu m'aies trompé. J'adorerais voir sa tête quand je lui dirai moi-même, mais tu pourras aussi vivre avec ça. Mon appel avec l'avocat en divorce a été très productif. Il m'a informé que ma femme avait déjà consulté 3 des meilleurs avocats de la ville. C'était une tactique classique, consulter les meilleurs avocats pour qu'ils aient un conflit d'intérêts et ne puissent pas me représenter. Heureusement, j'ai trouvé un excellent avocat qui ne figurait pas sur sa liste. Il m'a expliqué qu'elle essaierait probablement de réclamer la moitié de nos biens, y compris le compte d'urgence financé par sa mère. Mais comme nous étions dans un état où la faute est prise en compte, nous n'allions pas tout partager équitablement. C'est là que je lui ai révélé mon plan pour l'argent de ma belle-mère. Mon avocat a souri et a dit, eh bien, voilà une façon intéressante de gérer les belles-mères envahissantes. Ma belle-mère avait tellement insisté pour avoir son mot à dire sur nos finances, et maintenant son argent allait financer le divorce de sa fille, un divorce causé, en plus, par l'infidélité de sa fille. Je savais que la suite allait être compliquée. Ma belle-mère serait furieuse en apprenant ce qu'il advenait de son argent. Ma femme avait tenté toutes les astuces possibles pour obtenir le maximum. Mais pour la première fois depuis le début de toute cette histoire, j'avais l'impression d'avoir l'avantage. Je ne pouvais m'empêcher de ressentir une étrange satisfaction. Le fonds d'urgence familiale allait enfin être utilisé exactement pour ce à quoi il était destiné, une urgence familiale, mais pas du genre que ma belle-mère avait en tête lorsqu'elle avait signé ses papiers. À présent, je suis assis ici, en train de boire un verre pour fêter ça. Parfois, le karma agit de façon mystérieuse, et parfois il agit exactement comme prévu. Mise à jour 1. Dans mon dernier post, j'ai expliqué comment l'obsession de ma belle-mère pour le contrôle de nos finances m'avait conduit à créer un fonds d'urgence familiale, qu'elle avait financé avec enthousiasme, pour qu'il devienne ensuite une ressource lors du divorce, après que j'ai découvert que ma femme me trompait. Eh bien, beaucoup de choses se sont passées depuis, et je pense que tout le monde appréciera une mise à jour. J'ai reçu les papiers officiels du divorce de l'avocat de ma femme environ une semaine après mon dernier post. Elle réclamait la moitié de tous nos biens, plus une pension alimentaire. La surprise ? Son avocat faisait partie des plus chers de la ville. Je savais qu'elle ne pouvait pas se payer cet avocat toute seule, ce qui m'a fait me demander d'où venait l'argent. Mon avocat a remarqué que ma femme faisait depuis quelques mois de petits virements fréquents depuis notre compte joint. Il soupçonnait qu'elle avait mis de l'argent de côté avant le divorce. Il m'a dit, ce n'est peut-être que la partie émergée de l'iceberg. Je peux faire appel à un expert financier pour creuser davantage, mais ça coûtera plus cher. Je n'ai pas hésité, faites-le. Si elle cache des biens, je veux le savoir. Et puis, c'est ma belle-mère qui paie pour ça. Pendant que l'enquête avançait, ma belle-mère m'a appelé, furieuse à propos du divorce. Comment oses-tu faire ça à ma fille ? J'exige d'avoir accès à mon argent tout de suite. J'ai répondu, n'est-ce pas ce que vous vouliez ? Je ne sais pas si l'idiot avec qui elle couchait était votre choix, mais voilà où nous en sommes. Quant aux conditions du compte que vous avez signé, elles stipulent clairement que l'argent ne peut être retiré qu'en cas d'urgence familiale, avec nos 2 signatures. Les fonds sont toujours là, en sécurité, jusqu'à ce qu'un juge ordonne leur répartition. Elle a hurlé, c'est une urgence familiale, ma fille a besoin de cet argent pour son avocat. J'ai dit, intéressant que vous considériez le besoin d'un avocat pour divorcer, après m'avoir trompé, comme une urgence familiale. C'est drôle comme les mots famille et infidélité sonnent étrangement dans la même phrase. Le tribunal décidera de la façon dont ces fonds seront répartis dans le cadre des biens matrimoniaux. Elle a raccroché après une série d'insultes que je ne répéterai pas ici. Quelques jours plus tard, ma femme m'a appelé, visiblement paniquée par ses frais juridiques. Je ne peux pas payer l'avance d'honoraires. Peux-tu débloquer un peu d'argent de nos comptes ? J'ai répondu, tous nos comptes joints sont gelés pendant la procédure de divorce, c'est la procédure standard. Et ne crois pas que je vais payer pour que tu me ruines devant le tribunal. Je recherche exactement la même chose que toi, ça s'appelle un conflit d'intérêts. Elle a demandé, et le fonds d'urgence ? On pourrait utiliser ça, non ? C'est pour les urgences. J'ai dit, écartez les jambes, et le divorce qui s'ensuit, ne compte pas comme le genre d'urgence que ta mère avait en tête en créant ce fonds. Et puis, tout retrait exige nos 2 signatures, tu t'en souviens. Elle s'est mise à pleurer, disant qu'elle n'avait plus d'argent pour rien. Je lui ai rappelé qu'elle avait un travail et je lui ai suggéré de trouver un avocat plus abordable. Le lendemain, ma belle-mère s'est présentée à mon travail. Elle a fait un tel scandale que la sécurité a dû l'escorter dehors. Elle criait que je volais son argent et que je devais débloquer les fonds pour que sa fille puisse payer le divorce. Mes collègues étaient stupéfaits, mais honnêtement, j'avais juste honte pour elle. L'expert financier engagé par mon avocat valait chaque centime. Il a découvert que ma femme possédait un compte secret où elle cachait de l'argent depuis presque 1 an, bien avant que je ne découvre sa liaison. Elle avait réussi à mettre de côté plus de 30 000 $, qu'elle n'avait pas déclaré pendant la procédure de divorce. Mon avocat était ravi de cette découverte. Vous savez, les avocats adorent trouver quelque chose sur lequel ils peuvent attaquer. Parfois, ce sont des salauds, mais aujourd'hui, et celui-ci en particulier, est un vrai amour.
Elle est autorisée à continuer d'utiliser son salaire, mais ne pas divulguer des biens pendant un divorce revient à cacher des biens matrimoniaux et à commettre un parjure. Le juge ne prendra pas ça à la légère. J'ai dû résister à l'envie de l'appeler pour me vanter de l'avoir prise la main dans le sac. J'ai préféré laisser tout ça se jouer devant le tribunal. Quand mon avocat a présenté les preuves du compte caché, ma femme est devenue rouge comme une tomate. Le juge a immédiatement ordonné le gel de ce compte secret. Entre ça et le gel des comptes joints, elle a soudainement perdu l'accès à des fonds importants. J'ai appris tout cela parce qu'elle m'a appelé le soir même, en pleurant, disant qu'elle ne pouvait même plus acheter de nourriture. Elle m'a supplié, « S'il te plaît, parle à ton avocat, fais-leur débloquer au moins un compte, je suis désespéré. » J'ai répondu, « Non, je n'en vois pas l'intérêt. Pourquoi je ferais ça? Tu as siphonné notre compte joint en secret pendant 1 an, tout en demandant au tribunal de t'accorder la moitié de ce qu'il reste. Tu as essayé de me voler, et maintenant tu veux mon aide. » Elle a dit, « J'ai besoin de cet argent, il est aussi à moi. » J'ai répondu, « En fait, j'ai fait complètement geler notre compte joint, aucun de nous ne peut y toucher tant que le tribunal n'a pas décidé de la répartition. Et quand ce sera fait, j'espère que ce ne sera pas du tout égal, à cause de tes petites magouilles, sans parler de ta plus grande trahison. » Elle s'est mise à crier que j'essayais de la flouer, que ce n'était pas légal, et qu'elle ferait débloquer le compte par la banque. J'ai dit, « La banque ne le débloquera que si nous le demandons tous les deux, et je n'ai aucune raison de le faire. Contrairement à toi, j'ai déclaré toutes mes économies personnelles au tribunal, donc je ne fais rien d'illégal. Toi, en revanche, tu as montré qu'on ne pouvait pas te faire confiance avec nos fonds communs. » Après ça, les choses se sont accélérées. Le juge n'a pas du tout apprécié la tentative de ma femme de cacher des biens. Dans la décision finale, j'ai obtenu tout l'argent de notre compte joint, plus 70% des fonds de son compte caché. Son avocat a réussi à faire valoir qu'une partie de l'argent caché avait été économisée directement par elle, ce qui explique pourquoi je n'ai pas obtenu 100%. Ce qui l'a vraiment contrarié, c'était de se voir refuser la pension alimentaire. Son avocate a tenté de plaider en sa faveur, mais le juge a souligné qu'elle avait un emploi et que sa tentative de dissimuler des avoirs démontrait sa mauvaise foi. Elle a également été condamnée à payer une amende et à me rembourser les frais de l'expert financier qui avait découvert sa tromperie. J'ai racheté ma part de la maison pour pouvoir y rester, je pense toujours que c'est un bon investissement. Et le meilleur dans tout ça, c'est que j'ai payé ma part avec le fonds de ma belle-mère. Merci, belle-maman, j'ai déjà porté un toast en ton honneur. Quant au fonds d'urgence familial que ma belle-mère avait mis en place, le juge a statué qu'il s'agissait bien d'un bien matrimonial, puisqu'il avait été accordé à nous deux selon les documents que ma belle-mère avait signés. Il a donc été partagé équitablement lors du règlement du divorce. Environ 2 mois après la finalisation du divorce, mon ex-femme m'a rappelé. Elle m'a expliqué qu'elle avait des problèmes financiers. Le divorce avait vidé ses ressources et son ami commençait déjà à se lasser de l'héberger. Apparemment, son ami lui lançait des indices de plus en plus évidents sur le moment où elle devrait trouver son propre logement. Elle a admis, « Je n'ai aucun moyen de payer un loyer en ce moment, j'ai juste besoin d'un peu de temps pour me remettre sur pied. Est-ce que je pourrais rester dans la maison quelque temps, juste jusqu'à ce que j'ai assez pour payer la caution d'un appartement ?» Je n'en croyais pas mes oreilles. « Tu as oublié ce que signifie un divorce? Nous ne sommes plus ensemble. Il est hors de question que tu reviennes vivre ici, même temporairement. » Elle a répondu, « Où veux-tu que j'aille ?» J'ai répliqué, « Et Mike, tu te souviens? Ton petit compagnon d'aventure, tu ne peux pas rester chez lui. » Elle a complètement ignoré la question, ce qui m'a tout dit. Mike avait probablement perdu tout intérêt une fois qu'elle était réellement disponible. Typique. Tout ça, c'est ta faute, tu m'as volé mes économies. J'aurais largement assez d'argent si tu n'avais pas tout pris lors du divorce. J'ai répondu, la seule voleuse ici, c'est toi. Je suis désolé que les choses se soient si mal passées pour toi, mais je ne suis pas désolé. Tu as tenté quelque chose, ça n'a pas marché, la vie continue. La seule différence, c'est que la mienne continue avec de l'argent, et la tienne sans. Elle s'est mise de plus en colère, tu as pris mon fonds d'urgence, le fonds de ma mère, j'ai besoin de récupérer cet argent. Je lui ai dit, le tribunal me l'a déjà attribué. Si tu veux le récupérer, parle à ton avocate. Mais je doute qu'elle soit impatiente de t'aider après que tu lui as menti aussi. Elle m'a ensuite traité de tous les noms et m'a accusé de violence financière, ce qui était assez ironique venant de quelqu'un qui avait vidé en secret notre compte joint pendant 1 an. Je lui ai dit de ne plus me contacter et j'ai raccroché. J'ai décidé de ne plus avoir aucun contact avec elle. Elle a rappelé plusieurs fois depuis, mais je n'ai répondu qu'une seule fois pour lui redire que je ne voulais plus lui parler. Ma caméra de sonnette l'a filmée en train de passer devant la maison une fois alors que je n'étais pas là, mais elle n'est jamais revenue depuis. Quant à ma belle-mère, elle raconte à tout le monde que je l'ai trompée et que je lui ai volé son argent. Le frère de mon ex-femme m'a même appelé pour me dire qu'il ne me blâmait pas pour ce qui s'était passé. Il a dit que sa mère avait toujours utilisé l'argent pour contrôler les gens et qu'il était temps que quelqu'un lui fasse goûter à sa propre médecine. J'aimerais bien avoir des nouvelles de ma belle-mère, mais en réalité je n'en ai pas,
et je pense que c'est mieux ainsi. Elle doit cracher du fiel ou de l'acide sur ce porc infernal, mais je n'ai aucune envie d'en être éclaboussé. Mise à jour 2. Je sais que ça va vous réjouir, et j'ai envie de vous réjouir parce que ces dernières semaines ont été fantastiques depuis que j'ai appris cette nouvelle. Si quelqu'un se sent un peu déprimé aujourd'hui, ce ne sera plus le cas après ça. Vous vous souvenez du conseiller financier de ma belle-mère? Cette personne-là, conseillait, en réalité, c'était surtout des arnaques. Enfin, pas littéralement, mais c'est comme ça que ça sonne dans ma tête. Quoi qu'il en soit, il a escroqué ma belle-mère, mon ex, ainsi que certains amis et proches de ma belle-mère. Ils ont tous été victimes du même homme, et ils ont tous subi le même sort. Je précise aussi que cette personne est poursuivie en justice par ma belle-mère et toutes les victimes, et qu'elle fait également face à des accusations criminelles. Mais je reste dans cet état stable de bonheur en sachant que, même s'ils le poursuivent, ils ne vont rien récupérer. Ce type n'a pas gardé tout l'argent de tout le monde de côté au cas où il devrait le rendre, il l'a dépensé. Il a donné des conseils en investissement qui l'ont avantagé, et pendant qu'il empochait les commissions, les victimes perdaient leurs économies. Ma belle-mère a perdu environ 175 000 $, mais l'arnaque totale dépasse $1 million. Mon ex a aussi investi de l'argent avec lui, mais dans son cas, ce n'était que 5 000 $. C'était tout ce qu'elle avait réussi à économiser pour que ma belle-mère la laisse vivre chez elle. Apparemment, d'après ce que je sais, ma belle-mère lui avait dit que si elle pensait à son avenir, économisait et planifiait bien, elle pourrait vivre dans sa maison, mais que si elle était négligente avec l'argent, ce ne serait pas possible. Alors, qui est négligente avec l'argent maintenant? En même temps, certaines personnes ont décidé de poursuivre ma belle-mère pour les avoir incitées à investir avec ce type. J'adorerais poursuivre rien que parce que ma belle-mère est la défenderesse, mais pas au point de risquer mes économies. Je ne sais pas où toutes ces poursuites vont mener, mais c'est l'une des meilleures nouvelles que j'ai jamais entendues. Ça ne pourrait pas être mieux. Eddie, c'est encore mieux, ma belle-mère a dû vendre sa maison pour indemniser ses amis et sa famille. Personne n'a pu récupérer tout l'argent qu'ils avaient perdu à cause de l'escroc, donc ma belle-mère a dû vendre sa maison pour les rembourser, même si cela n'a toujours pas suffi. Ça a été fou.